Bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast La vie est belle. On vous propose aujourd'hui une belle rencontre d'une heure avec Lara Fabian, à cœur ouvert. Vraiment une fille super généreuse. Comme on est un nouveau podcast, on a besoin de vous. Donnez-nous un petit coup de main à cliquer, c'est-à-dire sur peu importe la plateforme où vous allez voir ou encore écouter le podcast. Cliquez sur s'abonner. Ça va vous envoyer les alertes pour les prochains épisodes. Faites des petits commentaires, faites des étoiles. Ça va nous donner un petit coup de pouce. Et préparez-vous à 60 minutes d'émotion avec Lara. Balado, épisode 2, Lara Fabian. 3, 2, 1. En Abitibi, là. Oui, à Noranda, le bar de la... Ben oui, Exact. oui, absolument. Il s'appelle le cabaret de la dernière chance. Exactement. Ouais. Je peux te dire que j'ai chanté là. Avec ma lumino allumée parce qu'il faisait moins 49, puis que, tu sais, on avait le toaster dans la voiture, puis on dormait dans le char. Mm-hmm. Moi, ça, je l'ai vécu longtemps. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Lara Fabian, bonjour. Bonjour, François. Pendant que j'écoutais le jingle d'ouverture, je disais « C'est donc bien gênant de faire écouter un jingle d'ouverture à Lara Fabian. Elle doit être en train de le juger. » Jamais la musique n'est pas un élément que l'on juge, mais que l'on absorbe. Ouais. Et c'est pas si pire? Et moi, je sais pas si tu as vu le mouvement, la PNL, Oui. si tu as vu mon corps, je me balançais avec ce que tu avais fait, donc tout va bien. Cool. Bienvenue. Merci. Bienvenue au podcast. Le concept est simple. On prend une bouteille de bulles, on l'ouvre. Parfait. Parce que c'est un groupe alimentaire, les bulles. C'est absolument. Éthérique, mais un groupe alimentaire quand même. Grosse journée. Là, on enregistre tout de suite après la grande annonce de... Ben, que ça vaut même la peine, on va célébrer. Après la grande annonce de Lara, madame directrice de l'Académie. Oui, jeune homme. Pareil. Quand même, c'est pas rien, hein? C'est une belle aventure. Je dis toujours, quand on me parle de ce titre, que tout ce qui a aspect à l'autorité, à la hiérarchie, ne m'appartient pas. Et que j'ai dû me faire à l'idée d'être appelée de la sorte en me souvenant que l'unique façon d'être un leader ou d'être un dirigeant, c'est de le faire avec une équipe. Parce que si tu diriges dans le vide, t'as rien à diriger. Donc, moi, la chance que j'ai, c'est que je vais être à l'intérieur d'un panel d'artistes multifacettes, polymorphes, pluritalentueux, où moi, je vais pouvoir articuler ma plus grande force, qui est mon empathie. C'est tellement toi. Le podcast, le but, tiens, voici ton verre. Et pour les Merci. amis qui nous regardent sur YouTube, je m'étais nettoyé les mains, désinfecté les mains juste avant. COVID Cheers. oblige. Cheers. Moi aussi, je m'étais lavé les mains. Avant de faire le podcast, je demande aux gens de faire un petit test qui permet de connaître, de comprendre. Je vais prendre ma gorgée, moi aussi, je vais être poli quand même. Comprendre leur véritable personnalité. Puis, quand j'ai reçu ton résultat tantôt, je me suis dit, parce qu'on est toujours le gérant d'estrade des personnalités publiques, tu sais. Non, mais tu dois l'être pour les autres aussi. On est un peu comme ça. J'ai fait « Hey, qu'est sur son X? » J'ai le sentiment, c'est de ça qu'on va jaser, vu de l'extérieur, que Lara Fabian est comme un hélicoptère qui vient d'atterrir sur sa cible. Après de longs voyages. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste. Après, tu sais, je sais pas ce que toi, tu as vu comme genre d'atterrissage, mais je te dirais qu'il a été très, très bienvenu après un vol super, super périlleux et très, très, très engageant. C'est pour une fille qui a fait le tour du monde, qui a vendu comme 20 millions d'albums. Surprenant de voir ce que le profil il fait ressortir, oui, nos couleurs, mais nos motivations. Mm-hmm. Puis, je vais commencer par 2 motivations que tu n'as pas, qu'on pourrait penser que les stars ont. Tu n'as pas l'individualisme dans le tapis. Non. Et non, pourtant, tu Ben, sais, voir mon nom en haut de l'affiche, tu sais, là. Non, mais c'est tellement... c'est un élément momentané, déclencheur d'alarme pour les autres. En fait, c'est le signal envoyé à ceux qui font de toi ce que tu existes à un endroit où ils t'ont mis. C'est ça, être en haut de l'affiche. C'est pas juste ton art ou ton habileté, c'est un alignement d'étoiles, d'événements où les gens disent « Tiens, cette chanson me correspond, ce qu'elle dit m'appartient, je vais en parler », qui crée cette boule de neige, qui crée cette ascension et ce nom. Mais c'est pas ça. C'est pas Non. pour ça que tu fais ça.
Non. Moi, je suis assez au fait avec la réalité qu'un être humain n'existe pas s'il ne peut pas contribuer. S'il ne peut pas faire sens dans la vie d'un autre. Moi, je suis assez branchée sur la fréquence de tu n'es pas vivant si tu ne contribues pas à l'autre. Puis l'autre motivation que tu n'as pas, c'est tout ce qui est utilitaire, le retour sur investissement. Et que je suis mauvaise là-dedans, si tu savais. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans le réservoir de mon hélicoptère. Pour se rendre. C'est ça. Dans ce sens-là. Non, c'est vrai. C'est un élément de ma carrière qui a souvent été... on a souvent remarqué que je ne faisais pas attention à ça, puisque c'est une des choses qui a été le plus facilement pillée, je te dirais. Parce que tu voyais pas tes affaires. Non. Je n'étais vraiment pas attentive. Aujourd'hui, au travers de multiples expériences plus ou moins belles, j'ai compris qu'il fallait au moins s'y attarder un temps par année. Oui. Pour que les impôts. Pour continuer de mettre c'est ça, pour continuer de mettre de l'essence dans le réservoir, mais c'est vrai que ça n'a jamais l'aspect matériel, l'aspect de la réussite argentée de ce métier n'a jamais été ma motivation. Et l'utilitaire, c'est pas juste le retour sur l'argent. Quand tu donnes du temps à quelqu'un, tu vas pas chercher à ce que ce soit nécessairement rentable. Tu vas donner le temps parce que tu veux donner le temps, puis si ça donne pas quelque chose, ben ça aura pas donné quelque chose. Oui, puis parce que je suis persuadée que tout circule dans la vie. C'est-à-dire qu'à l'endroit où tu as donné sans en attendre quelque chose forcément, c'est jamais dans le vide, c'est jamais stérile. Il se passe quelque chose plus tard que tu ne comprendras que plus tard. Ou ça revient vers toi d'une autre manière et parfois 100 fois plus puissante encore que ce que tu as donné. Parce que justement, ce qui te motive réellement, puis t'as trois trucs qui ressortent, là, mais comme genre, pow! Le cognitif, la recherche de vérité, apprendre, comprendre. Si on regarde ton parcours jeune, tu sais, contrairement à bien des chanteuses, t'as été à l'école, c'est un maudit moyen temps, là. Quand même. Oui. Puis par le côté plus droit, là, tu sais, conservatoire. Je suis quelqu'un de très discipliné en ce sens-là, c'est-à-dire que je sais que la liberté du geste ne vient qu'avec sa répétition. Moi, j'ai compris ça très, très tôt, petite, que tu peux être libre et tu peux te lancer de la falaise, tu peux faire un vol exceptionnel si tu as appris et répété le geste qui te permet d'être libre quand tu voles. Dans mon métier à moi, c'est de la technique. Au niveau du chant, c'est de l'attention qu'il faut mettre sur un espace de composition, sur un espace de création. C'est le temps que tu dévoies à ton art. Et ça n'a pas d'importance, même si le résultat ne se voit pas tout de suite. À un moment donné, tout d'un coup, tu sais, quelqu'un te met au bord de la falaise, puis tu reçois un petit coup de pied dans les fesses, puis t'es mieux de savoir comment voler. T'sais. Donc, c'est pour ça que tu as fait 10 ans de chant lyrique. T'as aimé ça? Oui, j'ai aimé ça, j'en fais encore. Ça fait encore partie de mon enseignement. Je te dirais peut-être pas au quotidien, mais de façon hebdomadaire. Une façon hebdomadaire, on prend une œuvre, une pièce classique et on la travaille. Ouais. Absolument. Dans le positionnement vocal d'une fille qui chante de la pop, moi, je n'ai pas le talent d'une soprano coloratour. Même si c'est ma tessiture, moi, je ne le pratique pas. Mais mon Dieu que c'est efficace, si tu veux. C'est un peu comme la danse classique. Lorsque tu fais une autre forme de danse, tu passes toujours par le processus classique de base qui te permet ensuite d'élaborer ton art pour la catégorie à laquelle tu appartiens. Donc oui, moi, le chant classique, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps et que je fais encore. T'aimes le monde? Beaucoup, profondément. Le jaune, c'est notre côté extraverti, contact facile. T'as ça à 75, clairement, t'arrives dans un endroit, puis t'es arrivé ici, toute souriante. Allô, t'avais l'air contente d'être là. Puis je suis convaincu que tu fais sentir ça en permanence aux gens, tant dans ta vie professionnelle que dans ta vie privée. Là. Ben, écoute, moi, je suis quelqu'un d'assez transparent. Donc, c'est sûr qu'à 80%, je te dirais, c'est ce que j'ai envie de projeter dans le sens réel du terme. C'est-à-dire que j'ai envie d'être ça et donc de le projeter. Mais comme tout être humain, même si tu aimes les humains, il y a des moments où tu es heurté par l'humain, ou des moments où tu es impacté d'une façon qui fait que tu ne pourras peut-être pas être tout le temps dans cette joie, tout le temps dans cette façon d'approcher les choses. Donc, ça m'arrive aussi d'être autre chose que jaune, là, d'être violette. Ça m'arrive aussi. Ben parce qu'on n'est pas jaune dans la vie, puis on n'est pas vert, puis on n'est pas rouge, on est un mélange de tout. Mais clairement, naturellement, tu as un désir de plaisir, un désir de joie et un désir d'influencer.
Oui, c'est vrai. De quelle façon tu l'as Ben, traduit? les gens qui ont du jaune, Faire puis là, sens, ok. tu parles un jaune à 96. Moi, je me réveille Ok. le matin, puis je me convainc de choses Ok. tellement j'ai envie de convaincre. Donc, c'est naturel. C'est un désir pas de vendre sa salade, mais tu sais, d'avoir envie d'être fédérateur, que les Oui. gens embarquent. Puis... De faire grossir le groupe auquel tu appartiens. Ça, Ouais. c'est certain. Moi, je suis une fille de tribu, de clan. C'est sûr que pour moi, te convaincre, en tout cas, te raconter ce que je ressens, ce que je vis, ce qui m'intéresse, ce qui m'intrigue, c'est vrai que c'est très présent dans ma vie. Ben, j'espère, parce que de raconter, Ouais. c'est une grosse partie de ta job. Oui, mon Dieu, oui. Auteur, compositeur, interprète, j'ai l'impression, puis tu es revenu souvent là-dessus, probablement que tu es tellement bonne chanteuse qu'on oublie souvent que c'est toi qui es derrière la machine à saucisses puis la machine à coudre pour composer et écrire ces chansons-là, parce qu'on est omnibulé par ton talent. Qu'est-ce que tu préfères dans ces trois affaires-là? Je préfère pas toujours chaque chose en même temps. OK. Il y a des moments où je vais préférer juste processer par la voix, parce que ça devient un peu comme un mantra, comme une méditation. Tu sais, et il y a des moments où je vais avoir besoin de le poser sur un papier ou sur un écran, peu importe. Et il y a des moments où je vais juste avoir besoin de l'inventer par la musique. Donc, ce sont trois procédés de communication complètement différents. Il y en a certains qui sont en vase clos, tu sais. Par exemple, le procédé d'écrire de la musique, une mélodie, le démarrage de ça, c'est un vrai huis clos. C'est un... Ah, tu t'en bats. Oui. Pour moi, oui. Parce que c'est intimidant de processer une mélodie qui, en elle-même, est une façon de communiquer une émotion. Après, mettre des mots dessus, c'est déjà une traduction. Tu as peur du jugement ou? Non. Peut-être. C'est pas faux. Jugement... Peut-être plus un peu peur de l'incompréhension. Le fait que l'interface, quand elle est dans le procédé d'écriture, c'est une interface qui n'est pas claire. Moi, j'aime ça être clair. Fait que quand tu élabores une mélodie, tu ne peux pas être clair tout de suite. Tu sais pas où tu t'en vas ni harmoniquement ni au niveau de la mélodie, même si tu as une idée. Excusez-moi, j'ai Prends une gorgée, ça va faire j'ai bien. un chat. Je vous rassure, il n'y a aucune infection là. Mais effectivement, de s'installer et d'avoir à mettre des mots, arriver sur un clavier, puis faire la première note, c'est sûr que c'est pour la première bonne note du premier coup, puis le mot, c'est pas le premier bon mot, là. C'est ça. Et la musique, c'est particulièrement libre dans le sens de l'erreur. L'erreur est très, très libre pendant que tu écris. Elle se balade un peu partout. Les mots, c'est un procédé intellectuel, donc il y a l'interface de ton intelligence, pas juste de ton inspiration. Tandis que la musique, elle n'est pas processée par... C'est beaucoup plus arithmétique. T'sais, les maths, c'est pas une opinion ou une réflexion. Hein? La musique, c'est des maths. Hein? Donc, quand tu fais de la musique, tu t'en bats. Qu'est-ce qui te fait prendre ton crayon ou ton clavier pour écrire des mots? C'est une relation violente. Il y en a qui composent, c'est là, ils entrent en transe, là, puis c'est comme... Moi, c'est dès que ça me traverse et que ça fait sens et que j'ai envie de le raconter. Ça me traverse, ça fait sens, j'ai envie de te le raconter. Donc, je vais utiliser l'interface de la créativité, de la création. Parce que clairement, pour t'avoir vu souvent en show, tes paroles frappent dans le mille les gens. Ce qui est fascinant quand on va voir un show de Lara, c'est qu'il y a deux shows. Il y a le show sur la scène, et toi tu fais ta job, excellente, et de regarder les gens autour. Ils sont dedans, là, puis pas un peu. Ils vivent plusieurs de tes chansons. Mais peut-être parce que ce que je touche comme sujet est tellement universel, est tellement... J'allais utiliser le mot ordinaire, mais il est galvaudé. C'est un beau mot, ordinaire. Mais parce que dans ordinaire, il y a l'ordre de ce qui se passe jour après jour. Il y a un peu l'ordre des choses. Donc, oui, j'ai la sensation que je peux correspondre à un grand nombre parce que ce que je raconte nous traverse tous et chacun. C'est fascinant, tu parles de l'ordre des choses dans les couleurs qu'on a dans la petite étude Nova que tu as fait.
le bleu, tu as quand même pas mal de bleu. Le bleu, c'est la conformité, les règles. Tu reviens souvent là-dessus. Tu sais, il y a des gens qui sont rebelles, qui détestent les règles, les structures. Tu es une fille qui est très à l'aise avec ça, qui semble apprécier une forme d'organisation, une forme de structure, qui va avoir envie de les suivre, quitte à les changer, mais à discuter un changement avant d'aller à l'encontre d'une règle. Oui, ça, c'est assez juste. Mais le conformisme, par contre, ne me caractérise pas vraiment. Mais conformisme et conformité, c'est pas pareil. Oui. Conformité, on a convenu qu'il y avait ça comme règle, on le fait de même. Si ça marche pas, ben là, Lara va s'asseoir et va dire, bon, on va changer la règle. Ouais, après, on va la suivre. Ça, c'est juste. Voilà, ça, c'est plus juste. Parce que tu sais, il n'y a rien comme une règle qui crée une forme de fit for all. Tu sais, ça me dérange, moi, généralement. Mais une règle qui prend en compte l'autre et qui permet le respect, qui permet l'échange, qui permet le partage dans un cadre qui n'offensera pas, qui ne tuera pas l'intégrité de l'autre. Oui, ça, je suis pour ça. Mais par contre, l'aspect rebelle, moi, je l'utilise autrement. Souvent, je l'habille. La rebelle en moi, je l'habille pour que le porteur du message soit vu et que le message soit entendu. Tu sais, le problème dans un message, c'est le porteur du message. C'est jamais le message. Parfois, le message est parfait, mais celui qui te le dit n'a pas trouvé le cadre dans lequel te le livrer. Et donc, il ne ressemble pas à quelqu'un de légitime. Et donc, ça crée une dissonance cognitive chez quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de quelque chose pour lequel les gens n'ont pas a priori la sensation que tu serais légitime. D'accord? Ça, tu dois faire très attention à ça. Donc, quand tu veux parler de quelque chose qui apparemment ne rejoint pas ta légitimité, tu dois trouver un habillage pour ça. Tu dois trouver une avenue pour ça. Et c'est en ça que je respecte des règles. C'est en ça qu'il y a une forme de conformité acquise chez moi. Et c'est en ça que je disais en ouverture que j'ai le feeling que tu es sur ton X parce que tu vas faire de plus en plus durant les prochains mois ce que tu disais que tu avais envie éventuellement de faire, d'avoir ton école, de coacher du monde. Je pense pas que, contrairement à ce que tu viens de dire dans les dernières secondes, que tu as bien à réfléchir avant de simplement parler parce qu'avec ta personnalité, avec tes motivations, tu peux te contenter simplement d'être Lara, puis ça peut pas mal sortir parce que les intentions sont bonnes. Je me trompe? Non, mais ça peut mal sortir. Ça peut toujours mal sortir, je suis humaine. Oui. Je comprends. Mais oui, mais comme mon intention est toujours pilotée par la bienveillance, ça c'est certain, je vais correspondre parfois à ce que certaines personnes veulent entendre et parfois pas. Mais comme j'aurais habillé le propos avec respect, on me croira peut-être pas dans ce que je viens de dire, mais j'aurais pas fait de mal à personne. C'est parce que tu peux pas faire autrement. Tu sais, tes deux autres motivations, d'après l'étude, c'est... Puis on revient, les motivations, c'est le gaz qui fait que l'hélicoptère décolle puis qu'on se promène. Tu as l'altruisme dans le tapis. Ça me surprend pas. Donc, c'est quoi pour toi le don de soi? C'est inné, c'est obligatoire, c'est au quotidien? Le don de soi, c'est une façon de reconnaître la puissance humaine illimitée dont on est fait. On est illimité comme être humain. Quand on est branché sur cette source-là, se donner, ce n'est jamais à perte, ce n'est jamais à notre détriment et ce n'est jamais à sens unique. C'est drôle parce que tu viens de donner l'explication de ton autre motivation. L'esthétisme. Et l'esthétisme, c'est pas que... Ça veut dire deux choses. Oui, la beauté, puis clairement, à te voir aller, t'es une fille qui aime les belles choses, avoir les beaux cheveux, les beaux vêtements. Je suis convaincu que j'arrive chez toi, puis que... On a toutes nos zones qui sont un peu tout croches, là, mais que globalement, c'est comme « Ah, wow, c'est beau chez toi, Lara. » Mon feeling, je suis peut-être dans le champ, remets-moi droit. Non, t'es pas dans le champ du tout. Mon intérieur est super important. M'entourer de beauté, c'est capital pour moi. Et l'esthétisme, c'est le véritable intérieur. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un qui carbure à être bien à l'intérieur de toi. Tu as dû faire plusieurs voyages à l'intérieur de toi durant ta vie et tu vas être le genre à vouloir aider les autres à s'élever, à grandir intérieurement. Oui, je suis un réveilleur
de lumière intérieure, oui. Ah ouais? Ouais, ça, c'est certain. Puis en tout cas, je l'ai découvert dans les dernières années parce que je voyais de la beauté là où certains ne la voyaient pas. Et je parle de la personne à laquelle je m'adressais, si tu veux. Quand je disais, par exemple, t'es tellement une belle âme, ça, c'est très cliché, mais c'est la phrase la plus reconnue, je te dirais. Mm-hmm. J'ai souvent été face à des gens qui disaient « Ah ouais? » Comme si déjà le propos était incompréhensible. Puis j'essayais de mettre le doigt, mais oui, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Tu sais, il y a des gens qui se voient pas beaux. Ouais. Et je parle pas que de beauté... Physique, non. Oui, tu vois à quelle distance sont nos yeux, puis de quelle longueur est notre cou, puis comment est aligné notre nez. Là. Ça, c'est une loterie, puis on peut juste être dans la gratitude. Ah, puis ce qui est beau pour un, il l'est pour l'autre. Alors l'enveloppe, Alors, oui et non. Et je te dirais qu'il y a des codes assez universels pour ça. Tu sais, il y a vraiment des distances entre les yeux, des longueurs de front. L'homme de Vitruve nous apprend ça. C'est vraiment des critères auxquels apparemment chacun d'entre nous répondons oui au sens de la beauté. Tu sais, pleinement. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de subjectivité là-dedans dont l'interface est l'émotion. Est-ce que ça nous émeut, ce regard? Est-ce que le visage de quelqu'un va répondre à quelque chose qui nous touche? Et c'est là qu'on a tous ça. On est tous le beau ou le laid de quelqu'un. Donc, ça veut dire si on est amis avec Lara Fabian, on a le droit en bonus à une coach de vie? Oh my God! Écoute, moi-même, je suis en voyage par rapport à ça. Je suis dans un grand voyage et que je travaille là-dessus et que j'essaie de me faire accompagner du mieux possible sur cette croissance personnelle. Moi, tu sais, j'ai été accompagnée... OK, tu n'es pas en train de freiner ça. Tu fais, oui, je m'en vais par là, go. Là. Oh, je m'en vais par là complètement dans le sens X. que... Oui, mais avec une grande prudence parce que je connais la responsabilité qui accompagne le fait d'être un coach de vie ou le fait d'être un référent en croissance personnelle. Moi, je suis un élève en croissance personnelle pour l'instant, encore, même si j'ai quelques petits sacs déjà que je peux passer au suivant. Si tu savais comment je travaille là-dessus, si tu savais comme j'ai des êtres, et c'est beaucoup des femmes, il y a un gars quand même dedans dans ça, qui m'accompagne et qui m'offre le luxe de ces technologies de croissance personnelle, parce que c'est ni plus ni moins des technologies, ni plus ni moins des disciplines dans lesquelles tu peux rentrer, dans lesquelles tu peux te dévouer. Tu sais. Après, c'est combien de temps sur ma journée je mets à me connecter à moi, à être moi. Combien de temps sur ma journée va être dévolu à me choisir. Tu sais. Et pas du tout au sens égoïste ni égotique, vraiment au sens de se rapprocher de qui l'on est pour changer les choses. Je me trompe ou, encore une fois, en gérant d'estrade qui regarde à l'île Maude, j'ai l'impression que l'élément déclencheur de ça aurait été le fait que tu as été à plusieurs reprises dans les dernières années jury sur des shows ou que tu as eu à te rapprocher de jeunes ou de moins jeunes de la relève, des gens qui voulaient chanter. Et j'ai l'impression que, encore une fois, comme gérant d'estrade, au début, tu étais une juge comme les autres, c'est pas péjoratif ce que je dis là. Et j'ai comme eu l'impression, j'ai pas la date, là, mais si on reculait la cassette ensemble, on pourrait dire là, la Lara est passée de je suis juge à non, attends, je suis coach, je vais t'aider, je vais t'apprendre. Il y a eu un shift, comme on dit, à un moment donné. C'est vrai. D'abord, il y avait une grande prudence, une forme de timidité probablement, d'incertitude sur... pas juste sur ma légitimité, parce que je pense pas qu'on puisse penser que j'ai été illégitime à un moment donné là-dedans, mais en tout cas, j'avais jamais fait l'exercice de contribuer. Tu sais? Est-ce que je faisais sens pour les autres? Tu t'existes en tant que coach que si tu fais sens pour celui que tu coaches. Sinon, tu n'existes pas. Il n'y a pas de maître sans disciple. Tu sais, ça, je le sais en Titi parce que les maîtres qui m'ont accompagné me l'ont répété assez souvent que dans mes erreurs, dans mon parcours, je faisais sens pour eux. Et que c'est, entre guillemets, mon besoin, mon désir de me nourrir de ces connaissances-là qui les légitimait, tu vois. Donc oui, il y a peut-être eu un switch à un moment donné, je me suis dit... Et tu sais, le switch, il est apparu... j'oserais te dire que je sais exactement à quel moment et face à qui. Lorsque j'étais sur cette chaise rouge. En tout cas, quand ça a été visible aux yeux de tous. Des gens, ouais. Oui. Et c'est le moment où je me suis libérée de ma peur de ne pas faire sens. C'est le moment où je me suis dit, si tu as le goût maintenant de dire ça, puis que ça sera peut-être pas tout à fait ce qu'on attend de toi,
mais que c'est honnête, t'es transparente, c'est juste, et tu sais que ça va résonner dans la tête de la personne à laquelle tu le dis. C'est l'heure, c'est maintenant. Puis, on était devant une caméra, là. T'sais. Oui, absolument. Fait que, Et quelques téléspectateurs. et quelques téléspectateurs. Donc, je l'ai fait. J'ai pris un risque. Le fameux leap of faith, l'acte de foi dont on doit absolument faire preuve à un moment donné. Et à partir de là, je me suis sentie libre de dire ce ressenti, de le partager et surtout d'aller vérifier auprès de celui avec lequel je le partageais, c'était comment pour lui. Je t'ai dit ça, comment tu te sens, comment tu l'as accueilli. C'est comment pour toi ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu as compris? T'sais? Et tu t'es fait dire merci? Oui. Okay. Ouais. Et c'est fou parce que effectivement, là, une fois que... parce qu'on est plein de cordes d'élastique qu'on attache soi-même dans la vie, puis ben, la joie de vieillir, c'est qu'on les coupe une par une, tu sais. Exactement. Quand même. Et là, cette journée-là, t'en as coupé une grosse. Ouais. Et là, on doute, parce qu'on a plongé. On n'était pas sûr si on avait un parachute. Et là, tu t'es fait, écoute, accueillir dans de l'eau chaude, de la mousse, bienvenue. Oui. Là, j'ai compris que j'étais utile. T'as peur de ne pas être utile? Je n'ai plus peur, puisque j'ai compris que je le suis. Mais ça se réitère, ça se travaille, être utile, puisque c'est anthropologiquement notre définition. Dans le podcast, je cherche à comprendre en quoi... Et les personnes qui s'assoient devant moi, c'est des gens que je trouve qui sont l'entrepreneur de leur vie. C'est pas évident d'être l'entrepreneur de sa vie. Tu sais, une vie, c'est une vie. Hein? Fait que vire à gauche, vire à droite. Oups, un roadblock, on continue. Qu'est-ce qui t'amène... Là, on repart, on va faire la cassette rapidement. Là. 20 ans, qu'est-ce qui fait que tu fais tes valises puis tu te dis je m'en vais voir les ours au Canada dans des maisons en bois rond, là? Un rêve d'enfant, une caricature de ce que sont les Amériques pour les Européens. C'était volontaire. Ce que je disais, les Camboirons, les Amérindiens. Oui. Pas trop déçus en arrivant. Là. Ah non, moi ma racine est ici. Tu sais, beaucoup de gens en Europe ont du mal à comprendre le joual ou l'accent. Tu sais, nos formules idiomatiques, notre façon d'affriquer le français. On afrique beaucoup de ça. Ces sons, on multiplie les sons, tu sais. Oui. Moi, j'ai jamais eu de problème à comprendre. Pour moi, la noirceur, peinturer, peser sa suce, checker la liste. Pour moi, tout ça, là, c'était déjà mon langage, mais je ne l'avais jamais exprimé. Il y a déjà une connexion, de toute façon, entre les Belges et les Québécois qui est particulière. Définitivement, un cousinage énorme. Oui. Définitivement. Et une simplicité, une courtoisie, une façon d'être plus... sans jamais le revendiquer. Tu sais, souvent, nous, les Belges, on a souvent été les newfies des Français, tu sais. Et les plus grands hommes d'affaires, les plus grands entrepreneurs te diront souvent que la majeure partie des fois où ils se sont fait avoir en affaires, c'était avec des Belges, parce que fait avoir dans le sens positif du terme, pas fait avoir trahir, mais où ils se sont fait emballer alors qu'on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas assez éloquents ou pas assez fournis dans leur discours. C'était des Belges parce que leur simplicité, leur courtoisie, leur cordialité faisaient d'eux des gens plus attrayants. Et le Québécois, pour moi, est le véritable frère du Belge en ce sens. Avec les années, quand on a du succès et ce qui reste de nous, de façon contemporaine, c'est des biographies à gauche, à droite. On a tendance à romancer la vie un peu. Là. La vie nous auto-romance, là. À lire les biographies, un plus jeune fan va voir, elle arrive à l'âge de 20 ans et elle sort un album et c'est un succès instantané. Oui, mon Dieu, c'est drôle que... Ben non, ouais, c'est ça. Non, mais c'est l'impression qu'un plus jeune fan peut avoir quand il lit ta bio sur Wikipédia. Oui, c'est que c'était facile, oui, c'est ça. 9 années de rame intense. 9 ans? Oui, 9 ans. J'ai ramé 9 ans. Mais... Là, ramer, on parle de craft dinner, puis de... Comment tu gagnes ta vie à l'époque? Ben, moi, je vis dans les bars. Tu sais, je chante dans les bars. M'oublierai jamais le bar de la dernière chance en Abitibi. Là. Oui, à Noranda, le bar de la... Ben oui. Exact. Oui, absolument. Il s'appelle le cabaret de la dernière chance. Exactement. Ouais. Je peux te dire que j'ai chanté là. Avec ma Lumina allumée parce qu'il faisait moins 49, puis que, tu sais, on avait le toaster dans la voiture, puis on dormait dans le char. Mm-hmm. Moi, ça, je l'ai vécu longtemps. Puis, avec beaucoup, beaucoup d'écueils de ouais, mais moi, je chante bien, mais moi, une autre qui chante bien.
Tu sais, il y avait souvent ça, pas beaucoup moins au Québec, là, mais en France, ça a été beaucoup comme ça. Il a vraiment Parce qu'à l'époque, tu n'étais qu'une voix puis que tu n'avais pas encore amené ton message? Non, je l'avais déjà fait, mais OK. j'en parlais pas parce que moi, j'estimais que tu n'as pas à dire que tu as un nez entre les deux yeux ou au milieu du visage. Pour moi, chanter et écrire, c'était concomitant. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours écrit les chansons que tu m'as entendu chanter depuis que je suis jeune. Donc, je pensais pas qu'il fallait le dire. Tu comprends? Je pensais pas qu'il faille dire. C'est ma chanson. Oui, OK. La madame, elle l'a écrit. Puis je l'ai jamais écrite seule non plus. Ah oui, non, à non, une époque, absolument. j'ai écrit avec Rick, puis j'ai écrit avec tellement de gens dans ma vie, mais j'ai toujours participé à ce que je racontais Ouais. ou ce que je chantais. Bref, tout ça pour dire que le voyage a été long pour remplir les cases que dans ce show business, on exige que tu remplisses. Et un jour, alignement d'étoiles, vraiment, la bonne toune, le bon moment, d'autres filles avant moi qui avaient ouvert la porte et qui tout d'un coup, je faisais partie d'un pool de chanteuses, les chanteuses à voix, comme on les appelle dans les Europes. Parce que au Québec, c'est vraiment, ça a été emprunté, mais cette expression-là au Québec n'existait pas il y a 20 ans. Tu étais chanteuse ou tu ne l'étais pas. Absolument. T'sais. Mais c'était les années Vanessa Paradis en France, Voilà. où il y a eu une mode de chanteuses de Monaco et compagnie, des filles qui avaient des petits filets de voix. Oui. Des bonnes chanteuses, mais qui n'étaient pas des chanteuses à voix, donc de là le nom voix. Ben, requalifiée comme telle par une élite francophone, Oui. tu sais, mais en réalité, au Québec, quand tu étais chanteuse, c'était chanteuse. Que tu étais Ginette, Céline ou Julie Mars et Joanne Labelle, on était des chanteuses. Il y avait personne là-dedans qui nous sous-qualifiait ou nous surqualifiait. On correspondait à des styles et on était aimés par des genres différents de public, mais personne ne sous-qualifiait. Or, Et tu viens de nommer toutes des filles qui sont capables de faire du live. exactement. Ce qui n'était pas le cas en Europe à l'époque. Exactement. On faisait beaucoup de lip-sync à la télé. Oui. Alors, effectivement, ici, on valorisait la voix. Et là, ben, si tu chantes, tu veux un micro. Et peu importe les notes que tu avais sur le clavier, là, quelle qu'était ta tessiture, on te donnait un micro, tu chantais, fallait ton numéro de claquette, puis c'était bonne, on te laissera la tribune. Donc, effectivement, avant que je remplisse et je coche toutes les cases qui étaient utiles à être légitime, aimée, appréciée, comprise, il y aurait eu 9 années. Et puis même là, même lorsque la porte s'ouvre du succès, qui devient une sorte de raz-de-marée, moi, là, par contre, quand je suis passée en... Ça a décollé, C'est ça, en juin 97, là, là, il y avait certains journalistes qui disaient que j'étais comme la grippe espagnole, que même si tu voulais pas m'attraper, tu n'avais pas le choix. T'étais la première pandémie. C'est ça, c'est drôle, musical. Et à partir de là, les choses ont pris toutes sortes de formes. Pourtant, tu avais été déjà formé auparavant. Bon, outre ton parcours scolaire, tu es une enfant concours. Oui, c'est vrai, l'Eurovision, le concours, le crochet radio que j'ai gagné en Belgique, oui, le concours international de Çeşme en Turquie. Mon Dieu, oui, j'ai souvent, mais moi, j'aurais été une grande cliente, tu sais, des Starac, puis des... Tu aurais fait toutes ces auditions-là, toi, là. Ah, mon Dieu, oui, je me serais pitchée, comme on dit, le cœur d'abord, oui. Tu aurais été jusqu'à faire Occupation Double pour passer à la TV? Non, c'était le talent. Ça, je pense que recheck tes couleurs, là, je non, pense mais exactement, c'est ça, c'est que t'es pas dans l'individualisme, c'est ça. Donc, ouais. tu t'as fait 1001 concours de chant, justement, pour amener le message. Ouais. Tout ce qu'on a parlé ouais. auparavant. Fait que c'est encore, ouais. On revient là-dessus, tu cherches pas à avoir la face sur le poster. Tu pourrais lancer un album de photos avec un coucher de soleil, puis tu le trouverais très beau, ton coucher de soleil, puis ça ferait comme c'est ça, ma pochette d'album, là. Exactement. On mettra pas ma face, là. Ah oui. Ben, je l'ai fait une fois, je me suis fait beaucoup critiquer pour ça. J'ai fait un album qui s'appelle Le Secret, où la couverture n'était pas mon visage, c'était un enso, donc c'était de la calligraphie japonaise et qui racontait que le tout dans une vie, c'est l'unité. C'est être une seule chose, nous tous, là. Donc c'était un point avec une sorte de grand cercle autour qui ne se termine pas. Un enso. Hey! Je peux te dire que je l'ai eu mauvaise parce que je comprenais pas que les gens ne comprennent pas que j'ai pas envie de mettre mon visage. Et ils ont vu ça comme un manque d'humilité. Alors que moi, je racontais quelque chose qui m'était tellement, tellement précieux à l'époque. C'était quoi l'unité? Pourquoi être unis? Ça peut sauver le monde. Ça peut nous sauver et sauver le monde. Et on va faxer ça à un certain président américain. Ça décolle au Québec. Tu l'as dit, ça partit vite, là. Hein? Et après, tu fais le chemin inverse
là, on refait les valises, on s'en va de l'autre bord, puis on se dit, on va attaquer le marché français. Puis, t'as été, de ce que j'en comprends, encore une fois, avec le recul, quasi immédiatement adopté. Là, il n'y a pas eu 9 ans, là, quand même. Là. Non, là, ça a été une sorte de slam dunk, une sorte de... OK, ils ont sorti tout à la radio, la chanson Tout. Et Universal a fait un travail assez extraordinaire à l'époque. Et là, ça ressemblait vraiment à un coup de circuit. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi? J'ai pas compris qu'il ait fallu tant de temps et que tout d'un coup, une toune, une télé, Jacques Martin, sous vos applaudissements, qui existait à l'époque, cette espèce de grand amphithéâtre sur la rue Wagram, le théâtre Wagram. Je me rappelle de la réaction du public, je me rappelle de ce que je portais, je me rappelle de ce qu'a dit Jacques Martin. À la fin, je me rappelle de tout. Et le lendemain, là, je pouvais plus marcher dans la rue. C'est ce que j'allais dire. Tu as vécu le star system français où on dit que dès que, effectivement, tu fais une télé, le soir, le lendemain, oui. La rue, oublie ça te prend des bodyguards. Là. Oui, il y avait 13 millions de gens qui regardaient. Aïe, aïe. Ah non, c'était fou, là. Jusqu'à quand tu as été moi, je dirais ça, déraciné, c'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être le bon mot. Tu es une Belge qui débarque au Québec. D'origine italienne. D'origine italienne. De là, d'ailleurs, ton nom qui a été changé. Oui. Bon, t'as emprunté Fabiano. Ton oncle? J'ai enlevé le O, c'est mon oncle, okay. oui. Donc, ton prénom était déjà Lara. Oui. Donc, tu te retrouves ici, italienne-belge. Donc, tu es une italienne-belge au Québec. Au début, tu n'es pas une Québécoise. Oui, en tout cas, je suis d'origine belge, ça c'est sûr. Oui. Et après, tu arrives en France et je suis convaincu que pour plusieurs, tu es une Québécoise. Ben oui, puis je le revendiquais beaucoup. Là, tu reviens au Québec, puis là, ben, tu restes un peu, tu reviens avec un peu... L'accent varie parce que moi, je passe 2 semaines en France, je reviens ici. Oui. Et puis, c'est aussi une question de musicalité. Si tu veux, quand moi, j'entends la musique du français sans l'accent québécois, automatiquement, je reprends cet autre accent parce que tout le monde a un accent. Oui. Il n'y a qu'eux qui s'en défendent, mais tout le monde a un accent. Oui. Si je suis en Belgique et je parle avec mes amis, mais je vais avoir un accent belge très prononcé, qui est très différent aussi. Donc, c'est vraiment, effectivement, la variabilité de cet accent est souvent dépendante de l'interlocuteur que j'ai en face de moi. As-tu eu envie à un moment donné de dire « Hey, je m'appelle Lara Fabien, point, là, regarde. » Mais je comprends le besoin qu'ont les gens de te mettre dans une boîte et avec une étiquette, puis te catégoriser. Je comprends, c'est rassurant. L'humain a besoin de savoir comment t'appeler. Oui. D'accord? Donc, c'est pas grave, mais j'ai compris, en vieillissant, que je ne devais plus choisir. Ça a été le plus grand cadeau la plus grande révélation de cette vie. Ne plus devoir dire « Je suis québécoise, mais en même temps, je suis d'origine belge, mais ma mère est italienne. » Puis plus personne s'y retrouvait, même pas le shrink à un moment donné. Il dit « Regarde, branche-toi. » Mais moi, je ne voulais pas me brancher, je ne voulais blesser personne. Et un jour, j'ai compris que je suis tout à la fois. Je suis tout ça. Donc, un peu de chaque, beaucoup de tout, et un heureux mélange qui, de temps en temps, se pose là ou se pose là. En 98, donc 4 ans après le décollage québécois, tu es nommé Révélation de l'année en France. J'imagine que là, c'est un TGV qui décolle. Johnny Hallyday, des moments où tu te pinces, tu fais... Oui. C'est quoi cette vie-là? Là? Oui, c'est un peu étourdissant. Moi, ce qui m'a toujours sauvée, c'est mon père, ma mère, ma meilleure amie Nathalie. Ces gens qui t'appellent que par ton prénom, puis qui te disent, quand tu descends de scène, te demandent si t'as faim ou t'as soif, puis qui te disent pas si c'était bien ou pas bien, qui juste te demandent si t'as faim ou t'as soif. Puis Dieu que c'est ça que t'as besoin quand tu sors d'une scène. Mais ça. Oui. Ouais. T'as pas besoin de savoir si une bonne bouffe, là. Si t'as été brillant, les gens te l'ont dit ou pas. Et de toute façon, avec les années, tu le sais. En partie, si t'as... Alors, tu sais si tu as été suffisamment discipliné pour livrer ce que tu as à livrer, mais tu sais jamais comment c'est perçu. Tu le sais dans un état... Il y a un état amoureux entre toi et le public qui se crée. Moi, j'ai vu vraiment un état amoureux. Là. Pleinement. Tu disais qu'il y a 2 spectacles quand on vient me voir. Oui. C'est vrai. Mais malgré ça, c'est fou, hein? Je vais te faire une métaphore.
tellement italienne, mais c'est un peu comme la maman qui remet son assiette le dimanche à tous les midis devant sa famille qu'elle réunit, puis qui sait pas si sa lasagne de la semaine dernière était pas peut-être meilleure, tu sais, puis qui se le demande. Était-tu meilleure, ma lasagne, de la semaine dernière? Ça, là, ça va toujours me coller à la peau. Ça, c'est ma nature. Et pourtant, on vient de dire révélation de l'année, sur scène avec Johnny Hallyday, puis regarde, on préfère la liste, là. T'as chanté avec ben du monde, t'as eu des maudits beaux plateaux. Et je me rappelle, il y a environ 1 an, jour pour jour, on est dans le studio théâtre d'une des stations de radio, puis tu donnais un petit spectacle à porte fermée pour 50, 70 auditeurs de la station, puis tu sais, un petit show, tu sais, le cabaret de la dernière chance, mais version radio, là, parce que c'est une super belle salle, là, mais Lara Fabian, dans un 2e étage, dans une petite salle, avec un stage qui devait faire 6 pieds par 11 pieds. Tu souviens-tu, assis sur le clavier. Il y avait mon papa, te rappelles-tu? Oui, j'allais là aussi. Oui. Ben peut-être. Puis papa était tellement heureux d'entendre ça, de vivre ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui aime sa fille, c'est sûr, là, mais qui aime ce que je fais. Tu sais, ça aurait pu être autre chose. Mais c'est parce qu'attends, c'est pas toutes les filles qui ont vendu 20 millions d'albums qui acceptent de rencontrer en quasi one-on-one 50, 75 fans du... Tu sais, le vrai monde, oui, mais pas péjorativement, là. Non, le vrai monde. Le vrai monde. C'était cool. Et là, cette soirée-là, on avait un double show, là. Oui. Puis je pense que, comme tu étais tout seul sur ta petite scène, c'est peut-être même toi qui arrivais 2e, parce qu'il y en avait dans la salle qui étaient dedans puis qui embarquaient. C'est fou. Puis as-tu vu comment j'étais intimidée? As-tu vu comment ça m'a pris un moment, arrêter de trembler? Puis parce que quand t'es proche comme ça, de nouveau, c'est une rencontre amoureuse. Tu sais, Puis j'avais eu... Pourquoi tu fais des soirées comme ça? Qu'est-ce qui te fait dire oui à ça? L'adrénaline. Ce que tu vas ressentir. Cette sensation qui n'existe que dans des circonstances où il y a un tel risque. Les gens n'imaginent pas à quel point c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant. De faire, on donne le stade olympique avec 60 000 personnes, des lumières d'en face. C'est moins pire. Ouais. Mais quand j'ai fait le stade avec Johnny Hallyday, avec 80 000 têtes, c'était une pelouse de têtes. C'était quelque chose, là. Ouais. Mais le tremblement intérieur, la fébrilité que tu ressens face à 60 personnes comme dans ce studio dont tu parles. Que tu as 120 yeux qui te regardent, mais tu peux rentrer dans chacun de ces yeux-là, un après l'autre. Oui, exact. Et ton père, on vient là-dessus, qui était là. Je te sentais ému ce soir-là que ton père soit là. Tellement. Ton père, et c'est là où on voit que les parents sont là pour les vraies affaires. Ton père était justement pas là en disant « Ouais, ma fille a rempli le stade olympique. » Non. Non. C'est ma fille chante, j'écoute les paroles, je regarde comment les gens l'aiment. Dieu qui devait être fier. Oui. Tu sais, après, dans la voiture, en revenant, il me fait « Tu sais, amour, quand t'as dit ça, là, c'est une dame, elle pleurait tellement fort. » Puis il n'a pas dit quand t'as chanté ça. Non. Il a dit quand tu as dit ça. Puis tu sais, je me rappelle très bien de quoi il s'agit. Puis je dis, mais papa, peut-être que ça venait... Oui, elle dit, puis après, tu as chanté la chanson qui faisait encore plus sens pour elle. Écoute, elle n'a pas dérougi, elle a pleuré pendant 5 minutes. Là. C'est ça qui l'a touché le plus cette soirée-là, la connexion. Et moi, je ne carbure que ça. Mais mon père elle-même, là, mon père aime les gens. Mon père, à mon avis, le jaune, là, ça doit être comme toi, dans 99%. Papa qui a été le déclencheur au début, qui a pris les petits sous qu'il avait, puis qui a acheté un piano à sa petite puce. Oui, piano, puis qui a financé mon premier album, mes premières démos, puis qui a toujours été à mes côtés, puis qui m'a appris aussi la joie de la musique. Papa, avant d'être un déclencheur de c'est ça ma carrière, il a été le déclencheur de c'est ça ma nature. Il a été un père. Oui, et c'est sa nature à lui aussi. Donc, il a été le transmetteur direct de cet élan de joie que l'on ressent quand on chante, qu'on communique par la voix, par la chanson, par l'écriture. Moi, je me souviens, j'étais tout petite, puis papa, il prenait la guitare en permanence, puis ma mère chantait tellement bien, puis tout le monde chantait dans cette famille-là, puis c'était pas... Il n'y avait pas de caméra devant nos visages, devant nos faces, mais il y avait la joie du partage de la musique. Tu viens de faire un clin d'œil à ta maman. Je ne veux pas m'étirer là-dessus bien longtemps, mais il y a eu... Tu sais, des fois, la vie nous amène... j'appelle ça des pelletées de raisins secs. Là. Ouais. Des pelletées de raisins secs, mais tu sais, une après l'autre. Là. Ta maman a été malade.
Puis, ça se dit pas, mais je vais le dire de même. Il y a des maladies moins le fun que d'autres. Oui, ma mère a fait une terrible maladie qui est un mélange entre l'Alzheimer et le Parkinson, doublé d'hallucinations hostiles. Ça s'appelle la démence à corps de Lewy. C'est une maladie qu'on connaît moins bien. On connaît tous l'Alzheimer, on connaît tous le Parkinson, mais la démence à corps de Lewy, c'est une maladie où la mémoire ne part pas progressivement. Elle part par à-coups. Donc, ça veut dire que parfois tu reviens à toi et que tu vois ta déchéance. Non. Ouais. Donc, ça, c'est J'avais pas compris ce bout-là. Ouais, ça, c'est le truc le plus cruel. C'est que des moments, tu reviens. Puis parce qu'effectivement, quand quelqu'un part, il est un peu parti. Donc, il est dans son monde. Donc, ça réconforte les gens autour. Oui. Sauf qu'elle vivait ça et par moments, elle revenait, puis elle était là, puis elle voyait... Où elle était rendue. Puis après, je te dis, après, c'est comme toutes les maladies neurodégénératives, il y a un endroit où la chute finale s'entame et la déchéance finale rentre en action. Et là, elle ne revenait plus. Elle n'est plus revenue, mais elle est morte très, très peu de temps après. Ouais, c'est dur parce que d'abord, personne aime voir l'être qui lui a donné la vie partir en étant complètement démuni comme ça. Partir, c'est une chose, souffrir, c'est d'autres choses. C'est ça. Moi, j'ai perdu ma mère 2 fois. C'est vraiment ça qui s'est passé. Louisa, c'était une force de la nature, extrêmement altruiste, posée. Elle aussi, je pense qu'elle devait avoir le jaune dans le plafond. Et le bleu, probablement un peu plus grand que moi. À m'organiser, les règles. Oui. Et tu sais, ma mère, elle avait un truc assez unique. C'est qu'elle avait l'air comme ça, peut-être dans sa petite jupe, ses petits talons, son petit chandail noir, un peu psychorigide d'apparence. On pouvait peut-être pas voir la bonhomie de Louisa tout de suite. Okay. Mais quand elle ouvrait la porte et que le jaune embarquait, là, et je peux te dire que c'était la fête. Quand Louisa t'aimait, c'était un grand cœur heureux caché avec un petit manteau austère. Exactement. Puis, elle me manque beaucoup, beaucoup. J'aimerais pouvoir vivre avec elle ce X sur lequel je viens d'atterrir. Parce qu'elle me l'a dit souvent. Toi, le jour où tu vas trouver ton X, le jour où tu vas comprendre. Mais oui, mais ils le savent. Ouais. Ah oui, mais... Si on pouvait se faire transférer une partie du cerveau de nos parents quand on est plus jeune, Dieu qu'on passerait une vie tellement plus agréable. Oui. Mais il n'y a pas cette connexion-là. Ils font leur job, on fait notre job. Et l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Hein? C'est comme ça. Un peu après le départ de ta maman, toi aussi, la santé t'a envoyé une couple de signaux en disant « Hey, fille, je pense que là... l'hélicoptère, il pourrait peut-être redescendre un peu, là. » Oui. J'étais pas mal d'importe battante, puis... oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai vécu plusieurs épisodes chaotiques, assez graves quand même. Tu sais, j'ai perdu Louis dans ma vie. Je me suis brisé 2 vertèbres. J'ai fini dans une chaise roulante pendant presque 4 mois, alors que je pouvais plus porter mon bébé. Tu sais, je pouvais plus soulever ma fille. J'ai vécu des épisodes d'aphonie assez graves aussi, mais bon, ça, tu sais, pour une chanteuse, perdre la voix, j'allais dire, tu dois t'habituer à ça parce que ça va t'arriver à cause de plein de choses qui t'entourent. Tu sais. Oui, mais c'est hallucinant, là, une chanteuse perdre sa voix. Tu peux pas dire ça de même. C'est plate, mais forcément, c'est la chose qui va nous affecter le plus. Hein, tu sais. Quoique moi, perdre Louis m'a affecté beaucoup plus que rentrer en aphonie. Et puis... oui, et puis ces signaux-là, où tu les entends et tu les processes, OK? Ou tu les entends pas et ça devient plus grave. Donc moi, je les ai entendus. Mais clairement, parce que, tu sais, je regardais les dernières années, citations genre, j'ai pris 200 avions l'an dernier, et je reviens à ton véritable profil. Tu es très tourné vers les gens. On dit qu'il y a un peu de structure, mais on ne vire pas fou là-dessus. Le rouge, t'en as très peu. Le rouge, c'est le côté décisif. Ah ouais, let's go, on y va, on en empile. T'as pas beaucoup de rouge. T'as pas l'individualisme dans le tapis, puis toi, le rendement à tout prix, c'est pas ça. Fait que, il y a des moments où tu devais lutter à être... C'est quoi cette espèce de vie-là que je vis, qui est pas la vie de la rap en tout? Exact. Puis c'est incroyable que tu dises ça, parce que je dis souvent que il y en a qui ont voulu mon succès tellement plus que moi, tu sais. Qui ont voulu que je sois dans le tapis en permanence pour eux
pas pour moi. Tu sais, c'est Laurence Jalbert un jour qui m'a dit « Ah ouais, j'en ai connu une couple qui voulait mon bien, mais pour partir avec. » Et ça, je l'ai vécu vraiment très souvent. Et par contre, attention, je ne dis pas que je ne voulais pas rencontrer le public, avoir un lien particulier avec lui, vivre cet état amoureux que je vis avec lui. Non, je le voulais. Mais il y a des prix qu'à un moment donné, moi, j'étais pas prête à payer. Et j'ai payé le prix le plus cher à certains moments parce que j'ai pas voulu payer ce prix-là. Ben, clairement, dis-moi si je me trompe, avec le profil que tu as là, oui, tu vas faire une tournée mondiale, mais ta tournée mondiale va prendre 4 ans. Puis on va arrêter partout. Ben, tu sais, c'est drôle parce que les promoteurs, des fois, quoi? Elle part pas plus que 12 jours de chez elle? Non. Mais là, comment tu veux faire une tournée si tu pars jamais plus que 12 jours puis que tu veux 2 semaines entre les 12 jours? Ça finira plus. Ben, ça finira plus. Puis, mais moi, 12 jours sans ma fille, mon mari, mes amis aussi, mais j'en ai pas tant que ça. Moi, mes amis, j'en ai quelques-uns. Ils sont précieux. Puis, en vieillissant, j'ai la chance de découvrir des êtres que j'aime beaucoup, parfois, certains avec lesquels je travaille, avec lesquels j'ai de la joie à partager un moment. Mais moi, mes vrais amis, là, pour moi, quand tu es plus que 6 ou 7 à table, tu peux plus avoir une conversation. C'est pas possible. Ça marche pas. Tu parles pas à tout le monde, en tout cas. Non. Puis moi, l'entertainment, je fais ça tout le temps dans ma vie d'artiste. Donc, à table, j'ai le goût de m'asseoir et de t'écouter me raconter quelque chose. Ou de me permettre de te raconter quelque chose que j'ai pas pu te raconter parce que je t'ai pas vu depuis. C'est ton côté maman italienne. Complètement. Puis, je vais chez vous. Quand tu viendras chez moi. Quand je vais chez toi, tu vas sortir ta lasagne. Puis, oui, puis je vais m'arranger pour que ce soit bon et long, tu sais, qu'on puisse passer une soirée ensemble puis que tu puisses me raconter ce que tu n'as peut-être pas eu le temps de raconter. T'sais. Donc... Encore une fois, le côté coach, le côté écoute. Tu as de l'écoute, toi, c'est sûr que tu as de l'écoute. Je suis une oreille, oui, je suis vraiment une oreille. Mais je suis une bablute aussi, là, je suis une bavarde, très bavarde. Ouais. Mais quand toi, tu vas parler, je vais vraiment t'écouter. Je ne vais pas réfléchir à ce que je vais te dire pendant que tu parles. Jamais. Sinon, c'est quoi une conversation? Parle à d'autres. Non, mais tu sais, 50 ans. Pour plusieurs personnes, il y a comme 2 façons de l'aborder, le 50. Il y a des gens qui font comme... Puis, et toi, c'était le nom de ton World Tour, puis c'est comme... Ah ouais! Go! Ben, écoute, j'ai une bonne génétique pour ça. J'ai eu beaucoup de chance. Je trouve que... Alors, moi, peut-être parce que j'ai jamais eu peur. Tu sais, nos peurs sont ce qu'on voit le plus dans nos miroirs. Hein? Donc, moi, j'ai jamais eu peur de vieillir. J'ai eu peur d'autres choses dans ma vie, mais pas de vieillir. Parce que j'ai vu les femmes de ma famille vieillir avec beaucoup de grâce. Puis, vieillir, ça aide, hein, ça? Oui, puis vieillir avec quelques rides, puis parfois 1 kilo ou 2 en plus. Puis de temps en temps, elles allaient courir sur un treadmill, puis c'était pas grave. Fait que moi, ce que je me suis dit, par contre, quand le 50 ans a frappé, et que je l'avais abordé avec autant de légèreté, je me suis dit, par contre, watch out, Malara. C'est pas parce que t'avais pas peur. Tu sais, il n'y a rien comme ne pas avoir peur pour finir par avoir peur. Ouais. Que tu vas t'asseoir sur tes lauriers puis te dire que 50 ans pour toi, c'est pas grave parce que t'as pas peur de vieillir. Il y a toute une série de remises à niveau du moteur que tu es obligé de faire. Par exemple, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse de l'exercice. Chose que j'avais abandonnée à cause de ma vie dans les portes battantes, tu sais, et de ma grande fatigue, de mon besoin d'être avec ceux que j'aimais plutôt que d'aller courir 2 heures, parce qu'aller faire du sport, ça prend 2 heures de ta journée, oui. Tu sais, si tu veux le faire correctement. Donc, une fois que le monde est rentré en lockdown forcé, qu'on est rentré dans cette espèce de stasie forcée, j'ai eu un petit recap de conscience, tu sais, comme... J'étais très fatiguée. Quand ça s'est arrêté le 12 mars, là, je m'en allais à Odessa, en Ukraine. J'aurais été confinée 3 mois dans les pays de l'Est. J'aurais trouvé ça moins drôle. Et je me souviens la veille de mon chum qui... Ben, je sais pas si je peux dire ça, mais je peux le dire, mais qui était très ému, qui était à table très ému. Puis je le voyais les yeux pleins d'eau, puis il voulait pas que je m'en aille. Ah oui? Ouais. Puis il le sentait pas, là. C'est ça. Il me dit, il y a quelque chose qui se trame. Il dit, je t'en supplie, pars pas. Mais moi, tu sais, j'avais des concerts. Les gens avaient acheté des billets. Je devais remplir. C'est pas un petit pars pas. Hein? Mais la règle, tu sais, là, je peux te dire, le bleu était flashé, là. Tu sais, et ce matin-là, comme si... Puis là, il me le dira plus tard, il me dit, j'ai donc prié
pour que quelque chose se passe, pour que tu partes pas. Il a prié Saint Arruda pour qu'on ferme. Il a été entendu. En tout cas, ça s'est mis comme ça. Puis là, j'ai pogné un choc. Et d'ailleurs, je disais au début du confinement, je l'ai dit pendant quelques semaines, et je le pensais quand je le disais, que c'était un cadeau mal emballé, que quelque chose en moi répondait merci à ce « tu t'assieds et tu ne bouges plus » pendant on ne sait pas combien de temps. Est-ce que ça a changé? Moi aussi, j'ai eu 50 ans, il y a 1 an et demi. Puis je le prends vraiment bien. Comme tous les animateurs télé, avec le lockdown, j'ai arrêté de me teindre. Fait que je suis devenu gris, puis youpi, puis c'est bien le fun. On avait cette discussion-là avec Charles Lafortune la semaine passée. On ne met plus de camo. Le camo n'est plus à la mode dans les salles de maquillage. Mais, puis c'est bien correct de même, le mot temps a changé de signification, par exemple. Mais je suis comme conscient de l'espace-temps maintenant. Ben oui. Pour moi, 5 ans, j'ai pas le choix, veux pas. Si je pense à 10 ans, il y a une partie de moi qui fait 60. Tu sais, si tu achètes un char, tu le mets sur 10 ans, mettons, là, je vais avoir 60 ans. Je ne calculais pas en âge avant. Je vis vraiment bien avec ma cinquantaine, mais maintenant, il y a une partie de mon cerveau qui compte. Oui, tu fais bien. Parce que c'est le reste de ta vie qui commence à partir du moment où tu comptes. C'est ça, hein? Puis, le jour où tu comprends que ce n'est pas acquis, que c'est un cadeau, que tu dois nager en pleine gratitude au moins une fois par jour, tu mesures tout ce que tu as échappé avant. Et là, tu savoures. Et là, tu savoures. Là, tu remercies, tu savoures. Oui, tout à fait. Parlant de dire merci et savoure, il y a 13-14 ans est arrivé quelque chose de savoureux dans ta vie. 13 ans, ma fille. 13 ans? Oui, elle va avoir 13 ans le 20 novembre. Clairement, tu sais, quand la vie fait bien les choses, j'ai l'impression que qu'elle a un impact dans ta carrière comme auteur-compositeur parce que c'est une préado. J'écoutais ton album Papillon, puis je me disais, il y a de la petite là-dedans. À quelque part. Absolument. Absolument, il y a de la petite là-dedans. Il y avait de la petite dans ma vie, dans la tienne aussi, avec le cœur qui tremble. Je te dirais que Lou, qui est là, donc la première arrivée dans la série des Grands Bonheurs, et Gabriel, Di Giorgio, mon mari, ce sont vraiment les ciments de ce X sur lequel je me suis enfin posée. Ce sont les balises aussi, les remparts, les lumières. Si d'aventure je devais oublier quelque chose d'essentiel, je peux te dire que Lou me le rappelle de façon comme seul un enfant peut te le rappeler, mais elle me le rappelle. Et parfois aussi, quand elle voit que c'est pas le temps de me rappeler quelque chose, elle a l'incroyable sensibilité d'attendre le bon moment. C'est un enfant, alors c'est sûr, c'est la mienne, fait que je suis certainement pas objective et je vais l'assumer, mais c'est un enfant particulier. C'est un enfant, ma mère disait quand elle était petite, il y a une petite vieille là-dedans. Il y a une petite vieille là-dedans. Vieille âme. Oui, et c'est une vieille âme, Lou, vraiment. Et puis est arrivée, choisie par ma fille, Gabrielle, puisque c'est ma fille qui verra mon mari en premier, pas moi. Et quelque chose à ce moment-là s'est décanté. Une sorte de « Ah oui, moi aussi j'y ai droit, moi aussi ». Tu sais, on m'a fait croire très très longtemps que tu n'avais pas le droit d'être heureux sur le plan professionnel et en même temps sur le plan personnel. Que quelque chose allait toujours se briser. L'un ou l'autre allait toujours payer. On n'a pas le droit d'avoir les deux bonheurs. Oui, ça on me l'a dit 20 ans. J'y ai cru 20 ans, en tout cas. J'y ai cru 20 ans. Quelle tristesse. Et c'est drôle, comme j'y croyais, je l'auto-manifestais. Mais tu le commandes. Oui, et je choisissais généralement des gens qui allaient s'assurer que ça se manifeste. Donc, le jour où je n'ai plus cru à ça et où je suis rentrée dans la dimension où tout est accessible parce qu'on est une source illimitée de bonheur si on choisit d'être nous-mêmes, parfaitement imparfait. Parlant de sources illimitées de bonheur, de se choisir, dans les prochains mois, tu vas être la directrice de l'Académie. Siège où j'ai l'impression que tu vas être sur ton X, puis que tu vas travailler 7 jours sur 7, mais que tu n'auras tellement pas l'impression de travailler, puis tu vas être dans un camp de vacances comme une monitrice heureuse. Oui, je pense aussi. Vraiment, moi, je me vois vraiment avec ces êtres-là dans un monde qui nous appartient déjà. Et après, clairement... il faudra passer à l'acte.
il faudra avoir l'Académie Lara Fabian. Ben écoute, tu sais, c'est ce que j'aurais fait si Jean-Philippe n'était pas venu vers moi. Parce que c'était mon projet. C'était mon projet de vie d'ouvrir Alpha. Et, ça a déjà un nom? Oui, dans lequel c'est une école holistique de chant, de musique, de croissance personnelle, dans lequel ce qu'on va enseigner, je ne l'enseignerai pas seule d'abord, va être un peu ce qu'on a la chance de faire déjà à l'Académie. On va avoir la chance de faire à l'Académie cette année parce que l'équipe autour de Jean-Philippe et Jean-Philippe lui-même ont souhaité que ce soit beaucoup plus dense, nourrissant, riche. On souhaitait que on se tourne vers plein d'autres facettes qu'on n'avait pas abordées jusque-là. Je crois que c'est pour ça qu'ils m'ont demandé de le faire, parce que avoir cette volonté d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, d'être dans le recevoir l'autre, c'est probablement l'enseigne de l'Académie cette année. Et en ça, j'étais vraiment heureuse de répondre présente, parce que moi, je sais que ça, je peux le faire. J'en suis capable. C'est clair qu'il y a des gens qui doivent dire sur les réseaux sociaux « Je réserve ma place! » Écoute, c'est ce que Junior Bombardier, qui est mon ami et mon attaché de presse, me disait, c'est que les réactions étaient très belles, en tout cas sur nos présences, à tous, bien sûr. C'est sûr que si on dit « Inscrivez-vous maintenant, commandez maintenant », c'est une saison qui se remplit, là, mais je dirais rapidement. Ouais. Et il y en a il y a vraiment, que ce soit Ariane, Grégory, Patricia, il y en aura pour chacun, il y aura pour chacun des petits coffres à bonheur, tu sais, dont on a besoin pour faire cette aventure. Quand on fait ce métier-là, on a envie de laisser sa trace, hein, de façon tangible. Je suis curieux d'avoir ta réaction sur quand des gens vont là. Mathieu, que tu as rencontré, qui est ici derrière la caméra, a 2 tatous sur son corps, sur ses côtes. Un à droite, un à gauche. À droite, il a de tatouer. Nous, on a joué le tout pour le tout. On s'est dit, on s'en fout. On a l'univers rien qu'à nous. On a tout. Ça, c'est sur la côte droite et sur la côte gauche, comme en dactylo, là. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Sèche tes pleurs, on est tellement fort. Wow. Wow. Je vais reboire un petit coup. Quand je te disais que tes mots touchent, que les mots rejoignent les gens, tu sais, puis on parle pas le cliché là, d'un fan freak, on parle de quelqu'un qui fait « Wow, je suis touché profondément, je pense pendant des mois à ce que je vais me faire tatouer. » Quelque chose de significatif. Tu sais, il n'y a jamais rien de freak dans la mise en lumière de ce qui nous touche. Mais c'est, encore une fois, moi, là où ça va me percuter de manière très émouvante, c'est de me dire que sans le savoir, sans le vouloir, tu sais, tu as dit, en préambule de ce que tu viens de me dire, tu as dit, on souhaite ou on voudrait laisser une marque quand on fait ce métier-là. Ouais. J'ai jamais été habitée par ça. Mais t'es consciente que t'en laisses une. Mais c'est quand tu prends conscience ou tu mesures que peut-être tu en as laissé une et où là tu me le confirmes, que quelque chose de plus grand que moi m'envahit, tu sais, où je me dis, waouh, on fait partie d'une humanité où dans cette unité on fait sens, où dans cette unité on peut contribuer les uns aux autres. Moi, j'ai pas eu le courage de tatouer quoi que ce soit sur moi parce que je suis une chochotte. Ça fait mal, je te le dis. De ce point de vue-là. Mais il y a des choses que certaines personnes m'ont dites, que j'ai tatouées sur le cœur et dans mon esprit, dans ma mémoire. Et donc, je sais ce que ça veut dire de recevoir quelque chose qui fait sens. Alors, si je peux être ça de temps en temps, ça aura valu la peine d'être ici-bas. On va se laisser là-dessus. Merci infiniment. Et je demande à tous mes invités de terminer en disant le nom du podcast qui est tatoué sur mon bras, qui est La vie est belle, parce que je pense que clairement, en étant autant sur ton X, tu as clairement envie de dire « La vie est belle ». C'était La vie est belle. À la prochaine.